Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On a parle à Taïwan qui est présenté aujourd'hui par Floriane, Valentin et Sasa. Alors, comme d'habitude, on vous parle de 3 sujets très très différents et toujours aussi passionnants. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? alors moi j'ai voulu prendre quelque chose d'assez plutôt positif et donc je vais vous parler de la saison de l'artisanat 2025 à Taïwan. Ok. De mon côté, je vais vous parler de croyances par rapport à la géomancie et par rapport à ce qu'on appelle l'eau du Midi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une croyance qui est en lien avec le festival qui a eu lieu ce week-end et qui a encore lieu aujourd'hui, du festival des bateaux dragons. Et donc, je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que c'est l'eau de Midi et pourquoi c'est dans l'actualité. Ok, moi ça m'intéresse parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Il me semble qu'il y avait une histoire avec un œuf à midi. Mais, oui, mais l'eau, je vois pas trop. Pas. Je vais vous expliquer. Ok, alors de mon côté, je vais vous parler d'un documentaire sur la plateforme Taïwan Plus qui parle des problématiques interdétroits autour de la musique. Oh. Voilà. J'ai justement un décryptage à ce sujet qui va bientôt venir, donc... c'est génial. Ouais, ça sera complémentaire. Tout à fait. Moi, je vote pour qu'on commence par le sujet de Valentin parce que j'ai trop envie de savoir de quoi il s'agit. Oui. Je peux comprendre. Donc, en fait, l'eau de Midi a récemment fait l'actualité à Taïwan à travers un fait divers dans lequel la source Yulong du village Yong'an, si vous avez peut-être regardé Facebook récemment, vous avez vu une photo apparaître sur notre compte Facebook. Et donc, ce village de Yong'an n'est pas loin de la plaine de Louyé. Je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse plaine où il y a chaque année l'été le festival des montgolfières, dans le comté donc de Taidong, au sud-est de l'île. Cela faisait plusieurs années que la source était tarie à cause des différents épisodes de sécheresse. Et donc là, c'est la première fois donc, que le temple Sheng'an de Yong'an a enfin eu l'autorisation d'utiliser l'eau de cette source pour faire les cérémonies en utilisant la fameuse eau de Midi. Ce fait divers a permis aussi de rappeler à nos chers auditeurs qu'il pleut de manière assez abondante cette année à Taïwan et ça m'a donné aussi envie de me pencher plus sur le sujet de l'eau de Midi avec des informations plus approfondies sur un peu ce rituel, la signification derrière cette eau de Midi un peu particulière lors de la période du festival de Duanwu, le festival des bateaux dragons. Et donc pour commencer, on peut dire que c'est une tradition ancienne qui prend tout son sens lors de ce festival et que cette eau porte plusieurs appellations dans la culture chinoise. Ce soit Wu Shi Xue, donc l'eau de Midi. Il y a aussi Chunyang Xue qui veut dire l'eau pure yang. Ou parfois encore Yang Qi Xue, l'eau de l'énergie, du Qi, vous savez, le souffle vital de style yang, du côté yang. Voilà. Et donc tous ces noms renvoient à une même croyance, celle que l'eau collectée entre 11h et 13h le jour du Duanwu, ce qui est le 5e jour du 5e mois lunaire, est chargée d'une énergie bénéfique capable de purifier, protéger et attirer la chance. Selon des experts en tradition populaire, ce jour est considéré comme celui où le yang, l'énergie positive, atteint son apogée dans l'année. Le midi de cette journée est le moment le plus propice pour attirer la chance et chasser la malchance. Il est donc recommandé de saisir cette opportunité pour attirer la richesse et transformer son destin. Yang Dengke, président fondateur de l'association de l'enseignement de la métaphysique de Taichung, explique que le jour de Duanwu, on peut recueillir l'eau de source, celle des cascades, celle provenant aussi de puits ou simplement de son robinet domestique, et que par la suite il faut l'exposer à la lumière du soleil pendant au moins 30 minutes afin de maximiser son absorption en énergie positive. On en apprend tous les jours. Alors, l'eau de Midi a des origines anciennes enracinées dans la cosmologie et la médecine traditionnelle chinoise. On pensait autrefois que le soleil, à son zénith, conférait à l'eau des propriétés particulières de purification et de protection. Dans la Chine impériale, cette eau était parfois utilisée dans des rituels taoïstes, des potions médicinales et même comme ingrédient dans les encres de certains talismans. Elle jouait également un rôle dans les pratiques spirituelles dédiées à harmoniser les flux d'énergie dans les habitations. Et s'il n'y a pas de soleil ?
Du coup, on peut pas la laisser au soleil pendant. Faut la laisser à la lumière du jour. D'accord. Oui, je pense que il a beaucoup plu quand même. Voilà. Donc faut espérer que demain entre 11h et 13h, il y ait un peu de soleil pour pouvoir vraiment maxifier le potentiel de l'eau. Et donc les eaux de midi ont aussi un potentiel plus ou moins pur en fonction aussi de la puissance du soleil, etc. Il y a des millésimes, comme on peut l'imaginer, avec des soleils plus ou moins bénéfiques. Ça peut, ouais. Je pense qu'il y a peut-être aussi des charlatans qui peuvent dire oui, voici de l'eau. J'allais justement y venir, puisqu'il y a une marque d'eau qui a son eau de midi. Donc ça s'appelle la marque taïwanaise Baboulong, qui a lancé une version embouteillée de cette eau, affirmant qu'elle est collectée et préparée selon les traditions. Elle a aussi un pH neutre de 9, et cette eau est vendue comme un produit alcalin aux propriétés bénéfiques pour la santé. Baboulong a ainsi su capitaliser sur la symbolique culturelle tout en adaptant le produit aux normes contemporaines. Et cette eau a même eu un truc très spécial, c'est qu'elle a eu le prix d'un produit du guide Michelin. Ah bon ? Donc voilà, c'est assez particulier. Alors je sais plus, c'est une catégorie particulière des produits sortis de l'industrie, mais je me souviens plus du nom exact. Alors il y a plusieurs façons d'utiliser l'eau de midi avec des rituels un peu particuliers. Et le premier dont je voulais vous parler, c'est le Fa Cai Shui, l'eau de prospérité. Et donc, à midi, le jour de Duanwu, prendre des pièces totalisant 168 ou 268 dollars taïwanais, les mélanger à de l'eau de midi et une pincée de sel, faire bouillir le tout, le laisser refroidir puis verser dans une bouteille plastique. Tout cela maximise encore votre capacité à avoir une eau que vous verserez après sur différents endroits qui vous permettront de faire de la prospérité, des coins dans votre maison si vous faites une construction par exemple ou ce genre de choses. C'est à ça que sert cette eau de prospérité. Alors, ou mettre carrément la bouteille que vous avez préparée avec ces pièces et cette petite mixture un peu simple, et vous mettez la bouteille d'eau dans un coin de votre maison que vous êtes en train de construire ou que vous venez d'acheter. J'imagine que tu vas le faire cette année. Attirer, alors j'achète pas, ou j'ai pas cette l'opportunité personnellement. Alors une autre tradition, c'est le Chu Chu Wenshen, qui est éloigner le dieu de la peste. L'étoile dite des 5 jaunes est aussi appelée le dieu de la peste et symbolise les maladies, l'accident, les litiges, etc. En 2025, elle se trouve au nord-est et donc à midi, le jour de Duanwu, asperger ce secteur avec une feuille verte fraîchement cueillie et trempée dans l'eau de midi permet de neutraliser les mauvaises influences. Ensuite, il y a bien sûr de manière un peu plus large, comme je l'ai expliqué un peu avant, la purification de la maison, qu'on dit Wu Shi Shui Ting Wu, qui, pareil, utilise en fait le même rituel. Il faut aussi une feuille verte fraîchement cueillie, on la trempe dans l'eau de midi, et après on asperge les pièces de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il faut faire un genre de chemin avec un mélange de feuilles d'une pousse en fait ou d'une feuille verte. Ça permet de faire un nettoyage énergétique de la maison afin d'éloigner les ondes négatives et peut-être certains fantômes ou ce genre de choses si vous avez ce genre de mauvaises vibes dans votre maison. J'imagine que ça tu vas le faire et puis tu vas revenir dans quelques semaines nous dire vous dire l'efficacité. Voilà. Ça se trouve, les cris, les pleurs de mes filles, ça s'arrêteront d'un coup, comme ça. Bah, oui. Voilà. Alors, il y a encore deux autres choses. Il y a la purification corporelle qui sont un peu liées, qui s'appelle Wu Shui Ting Shen, et qui permet en fait qui consiste à se tapoter le corps à l'aide de l'eau de midi, du sommet de la tête jusqu'à la poitrine, et qui aide à se débarrasser de la malchance et de la stagnation énergétique, notamment après un passage dans un lieu chargé négativement. Enfin, il y a le bain purificateur. Donc là, c'était juste un petit peu d'eau sur le sommet du corps. Et il y a le bain complet purificateur qui s'appelle Wu Shui Mu Yu et qui consiste à mélanger de l'eau de midi avec de l'armoise, du calame et de l'eau yin yang shui, qui est une autre préparation selon d'autres rites, d'une eau aussi, et se baigner avec cette eau à 40 degrés. Ce rituel vise à attirer la chance et améliorer son destin. Voilà. Et tu penses qu'il y a encore beaucoup de personnes qui font ça à Taïwan ? Bonne question, j'ai pas l'information ici, mais à mon avis c'est quand même pas mal suivi, surtout chez les taoïstes. D'accord, oui, parce que s'il y a une entreprise qui met ça en bouteille, c'est quand même qu'il doit y avoir un marché. Ah oui. Mais...
Mais peut-être plus pour en boire ou pour des utilisations assez particulières ou pour des événements particuliers, mais je sais pas, oui. Où est-ce que tu avais trouvé toutes ces explications ? C'était un article sur CNA. D'accord. Bon, en tout cas, j'en avais jamais entendu parler. Mais oui, en fait, souvent les gens ne le font pas eux-mêmes, ils vont récupérer en fait les eaux bénites directement dans les temples. Et donc les temples font peut-être aussi un peu... Alors c'est contre des donations, donc c'est pas forcément vendu directement, mais bon, les donations, souvent c'est 500, 1000 NT pour une bouteille, quoi. Donc voilà, ça peut donner aussi des informations là-dessus. Du coup, si je vois dans les temples des gens qui se ruent sur les sources d'eau ou dans la montagne, à un certain moment, bientôt, là, je me poserai moins de questions. Ouais, c'est possible. Ouais. Voilà. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit tour artisanal de Taïwan ou Oui, alors on va changer un petit peu d'ambiance, puisque là, on va passer plutôt dans tout ce qui est art et métier. Donc c'est le Centre national de recherche et développement d'artisanat, donc qui est rattaché au ministère de la Culture, qui a lancé juste ce jeudi 28 la saison de l'artisanat 2025 au Centre expérimental de culture contemporaine de Taïwan. Et donc en annonçant un programme d'une série d'événements qui vont depuis le 1er juin jusqu'au 31 août. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et ce sera dans plusieurs villes ? Oui, alors justement, c'est non seulement dans plusieurs villes, mais aussi même en dehors de Taïwan, puisque ça inclut les îles périphériques. Et il y a 38 zones d'exposition différentes. Donc sur beaucoup de sujets, il y a des musées, il y a des salles d'exposition, il y a parfois des centres scolaires qui exposent les projets de fin d'année, par exemple, aussi. C'est assez vaste. Il y a aussi 6 valeurs qui ont été définies comme fil rouge, donc simplicité, lenteur, originalité, santé, esthétique et durabilité. Donc l'artisanat, cette année, est plutôt axé autour de ça, même si après c'est tellement vaste qu'effectivement, ça permet d'y mettre un peu tout et n'importe quoi. Après, les organisateurs ont aussi dit qu'ils espèrent que les activités organisées trouvent écho dans des domaines tels que l'ESG des entreprises, les technologies intelligentes, l'éducation et la co-création communautaire, en rappelant que l'artisanat n'est pas seulement juste des objets ou des techniques, mais aussi un lien entre la terre et la culture, la mémoire et les émotions, et donc que Taïwan occupe une place unique dans les tendances culturelles internationales. Ils ont aussi dit donc lors de ce lancement de la saison de l'artisanat que l'artisanat doit être associé au design, à la technologie, à l'environnement et à la gouvernance culturelle afin de se transformer en une force sociale créative. Donc ils ont mis tous les mots-clés dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Tout ce qu'il fallait, ils ont tout coché. Et coché. encore là, je vous le fais vraiment très résumé. Plus concrètement, donc, les expositions couvrent depuis l'artisanat traditionnel des différents groupes ethniques, différentes religions aussi, jusqu'à des éléments beaucoup plus modernes, plus innovants. Il y a aussi de l'esthétique contemporaine, de la pensée conceptuelle. Il y a une carte de l'artisanat de Taïwan qui a été dressée. Puis il y a aussi des visites guidées, par exemple, ou des jeux interactifs en ligne. Donc si plus concrètement on regarde le programme, pour lequel je vous mettrai le lien, il y a plus d'une 40aine d'expositions. Donc le site est en chinois, mais il y a quelques mots en anglais et puis des photos aussi qui peuvent vous permettre de regarder ou d'utiliser des outils de traduction sur Internet pour trouver les informations pertinentes si vous voulez. Donc parmi les expositions, il y a des choses très modernes de fusion entre le bambou et le verre à Hsinchu, donc aussi centre plutôt de la technologie, et puis il y a des arts beaucoup plus traditionnels, plusieurs choses en lien avec la poterie, des arts religieux aussi, des fenêtres en fer forgé, des arts populaires Minnan avec une exposition sur les marionnettes à Kinmen notamment, des arts autochtones bien sûr, la sculpture sur bois, la bijouterie, le textile avec des habits traditionnels Hakka, ou bien une autre exposition sur la teinte de tissu à base de feuilles de bananier, et puis une expo aussi sur le jade au musée de la préhistoire. Donc ça va vraiment... Ah ouais, non mais il y a tout aussi. C'est là. ça, il y a de tout. Et puis en ce qui concerne les événements aussi un peu plus interactifs, donc il y aura des rencontres avec des artisans et artisanes, et notamment un festival du 5 au 8 juin, donc qui commence jeudi bientôt prochain, voilà, avec des marchés, conférences, ateliers, masterclass. Et donc ce festival aura lieu au Centre culturel d'artisanat taïwanais,
qui est dans la ville de Chaothun, donc dans le comté de Nantou, juste un petit peu au sud de Taichung. Donc c'est assez décentré par rapport à Taipei, voilà, pour ne pas avoir tout uniquement à Taipei. Et puis il y a aussi beaucoup de ressources en ligne, notamment sur la réparation et l'entretien d'objets, soit anciens, soit abîmés. Donc si chez nous on a un vieil objet auquel on tient et qu'on voudrait soit réparer, soit lui redonner un petit coup de neuf, et ben c'est aussi possible d'aller chercher des ressources pour faire soi-même des choses. Donc je trouvais ça très intéressant comme démarche aussi. Et puis il y aura également un très grand marché d'artisanat du 29 au 31 août à Ilan, dans le cadre de cette saison de l'artisanat. Oui, il ne faut pas que j'y aille, sinon je vais, je vais être dévalisée, je crois. Et puis d'un côté plus académique aussi, les 8 et 9 juillet, il y aura un forum international sur l'artisanat organisé à Taipei. Et donc là, c'est plus l'aspect universitaire, académique, autour des différents types d'artisanat. Waouh, bah dis donc. Voilà un petit peu. Il y a de quoi faire cet été. Ouais. Voilà, donc j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça. C'est effectivement très tentant. Et il y a besoin de regarder en fait, le programme des expositions plus détaillé pour voir ce qui nous intéresse et où est-ce qu'on est disponible. Parce qu'il y a 38 expositions, 38 zones d'exposition, avec parfois des changements. Aussi en fonction de là où on est à Taïwan, quoi. Parce que si c'est à l'autre bout de Taïwan, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il y a le choix. Voilà, donc il y a le choix et c'est bien de savoir que ça existe. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Ok, merci beaucoup pour cette découverte. Alors, de mon côté, je vais vous parler du documentaire qui s'appelle Silenced Sunrise. Et donc, c'est comme je vous l'ai dit sur la plateforme documentaire de Taiwan+. Je voulais vous parler de musique un petit peu parce que j'ai eu de bons retours de certains auditeurs et auditrices sur la série de décryptage que j'avais fait sur la conscience environnementale dans la musique taïwanaise. Donc là, on va parler de musique taïwanaise, mais sous un autre angle. Alors, pourquoi ce titre déjà, Silenced Sunrise ? Sunrise, ça fait référence à la chanson culte du groupe Mieroti, ou Fire X, qui s'appelle Dao Yu Tianguang. Je ne sais pas si vous la connaissez, Island Sunrise, lever de soleil sur l'île. Ça me dit rien du tout. Je pense que je l'ai déjà entendu, mais il faudra mettre la musique. C'est sûr que tu l'as déjà entendu, puisque c'était le jingle de la série sur le mouvement des tournesols. Oui, bien sûr. C'était une des chansons emblématiques du mouvement des tournesols. Il y en a eu plusieurs, mais je dirais que c'est surtout celle-là qui est la plus connue par à peu près tous ceux qui ont vécu ce grand moment il y a 10 ans, donc le mouvement des tournesols. 11 maintenant déjà. Ah bah oui, c'est vrai, déjà 11 ans, oh là là, ça passe vite. Donc à l'époque, je rappelle juste pour ceux qui ne situent pas forcément le mouvement des tournesols, à l'époque, les étudiants et des militants qui protestaient contre un accord sur le commerce des services avec la Chine ont envahi le yuan législatif et l'ont occupé pendant à peu près 3 semaines. Et c'est vrai qu'à Taïwan, que ce soit le mouvement des tournesols ou d'autres mouvements de protestation, on entend souvent des musiciens qui sont là pour soutenir les manifestants. Alors, je pense que vous avez envie de l'écouter, donc on va l'écouter. Je vais vous mettre un petit peu. Ça te dit quelque chose ? Oui, ça me dit quelque chose. Maman,請你唔通煩惱我，原諒我，行袂開腳，我要去對抗袂當原諒的人，歹勢啦愛人啊，袂當陪你去看電影。Donc, comme vous entendez, c'est une chanson en taïwanais. Et donc, il dit désolé. Maman, je vais y aller, je vais aller protester contre les gens qui nous méprisent. Désolée ma chérie, je peux pas aller avec toi au cinéma, on m'attend quelque part. Et puis voilà, il parle des Taïwanais courageux. C'est ce qui m'avait donné envie d'apprendre le taïwanais, déchiffrer cette chanson. Ah d'accord. Alors, pour revenir au documentaire, pourquoi Silenced Sunrise ? Donc en fait, dans ce documentaire,
Ça parle des problématiques de censure. Parce que la musique a un pouvoir, elle permet d'émouvoir, d'inspirer, elle crée des liens, elle traverse les frontières et elle est aussi, bien sûr, sujette à la censure. Alors, dans ce documentaire, on suit les pas de Lin Chun-yu, qui a creusé ce sujet au fil du documentaire. C'est vrai que la mandopop, donc la pop en mandarin de Taïwan, a beaucoup influencé la mandopop chinoise. Mais il y a des limites quand même, parce que quand Miyaroti, donc ce groupe Fire X qui a chanté cette chanson, a été récompensé lors du prix des Golden Melody Awards, la compétition musicale du monde sinophone, cette partie, elle était censurée en Chine. Ils ont tout de suite coupé parce qu'ils savaient que voilà, ils allaient passer cette chanson. C'était pas possible, c'était pas recevable pour le gouvernement chinois. Et parce que évidemment, c'était juste après le mouvement des tournesols et la situation était toujours très tendue entre les deux rives du détroit. Et comme je vous l'ai dit, la chanson parlait des Taïwanais courageux qui allaient manifester, etc. Donc, fallait surtout pas que ça donne certaines idées de l'autre côté du détroit. Mais dans ce documentaire, il parle surtout du dilemme pour les musiciens taïwanais. Parce que le marché taïwanais, en fait, est assez petit, 23 millions d'habitants. Et comme les Taïwanais parlent mandarin, c'est une des langues la plus parlée, en tout cas ici, c'est comme en Chine. Donc, ils sont encouragés par les producteurs à faire carrière en Chine aussi, parce que le marché chinois est évidemment beaucoup plus grand. Mais dans ce cas, ils doivent parfois signer des clauses dans les contrats avec les producteurs, selon lesquelles ils ne doivent pas s'exprimer sur la politique ou sur la situation de Taïwan. Voilà. Et parfois, c'est même plus que ne pas s'exprimer, c'est même s'exprimer en faveur de la Chine. Tout à fait. De plus en plus, on a ces déclarations de stars taïwanaises qui parlent d'une seule et même famille avec les Chinois donc de Chine et de Taïwan et ce genre de choses. Oui, il y a eu l'épisode des, je sais plus combien plus de 100 artistes qui ont fait des posts sur l'équivalent de Twitter en Chine, Weibo, avec carrément le soutien à la réunification. Oui, tout à fait. Ils en parlent aussi dans le documentaire. Et même certains artistes taïwanais, quand ils se sont exprimés pour Taïwan en Chine, ils ont été forcés en fait après à faire présenter des excuses en public. Et de rappeler qu'ils étaient tous chinois, etc. Donc c'est une véritable atteinte à la liberté d'expression qui est réprimée en Chine. Et ça se sent en fait par ricochet jusqu'à Taïwan. Donc si les artistes qui aimeraient accéder au marché chinois refusent de se plier à ces règles plus ou moins implicites, parfois explicites, ils ne peuvent plus avoir accès au marché chinois dans ce cas-là. D'où l'importance de la connexion des musiciens taïwanais au reste du monde, à travers notamment leur présence dans des festivals ailleurs qu'en Chine. C'est un petit peu un des messages que souhaite faire passer aussi le documentaire. Par exemple, il y a eu quelques artistes taïwanais qui étaient présents à Paris pendant les Jeux Olympiques pour l'Olympiade culturelle sur le pavillon taïwanais. Mais alors, dans ce cas-là, par exemple, le cas des Jeux Olympiques, Taïwan est appelé Taipei chinois. Donc, ça ne plaît pas non plus aux artistes taïwanais. Mais justement, le pavillon culturel, c'était un des seuls endroits où Taïwan pouvait utiliser le nom Taïwan et pas Taipei chinois. Donc, c'était l'occasion de sortir la carte Taïwan. Tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple pour les Jeux Olympiques, c'est Taipei chinois. Donc voilà, en tout cas, c'est toujours un dilemme pour les artistes, mais tu as raison de le souligner. Pour les Olympiades culturelles, c'était vraiment le pavillon taïwanais. Donc il n'y avait pas ce problème. Alors le documentaire parle aussi du cas de Mayday, un groupe qui s'appelle Wu Etienne, qui chantait autrefois beaucoup en taïwanais. Et progressivement, ils ont chanté de plus en plus en mandarin. Ils ont commencé à être de plus en plus connus et à se produire en concert aussi en Chine, jusqu'à dire devant le public chinois en Chine, on est tous chinois. Et du coup, ils ont perdu un petit peu de popularité à Taïwan. Et à Hong Kong aussi. Donc voilà, c'est toujours un dilemme, quoi. Oui.
Et c'est vrai que en termes de pop, si on refait un peu un tracé, la pop taïwanaise des années 80, la mandopop des années 90-2000 a vraiment été orientée sur le marché chinois, où il y avait peut-être plus d'ouverture, plus de liens commerciaux entre Taïwan et la Chine. Et on peut voir que ces dernières années, il y a quand même un gros changement. Les nouveaux artistes taïwanais, d'une part, sont beaucoup moins écoutés en Chine, et d'autre part, visent moins forcément la Chine que par rapport à leur façon de créer, parce que ça les limite beaucoup. Les Chinois écoutent aussi qu'un certain style de musique. Ils ont un peu des clichés aussi sur ce qu'est la mandopop de Taïwan. Donc c'est toujours les mêmes styles, les mêmes types les mêmes thématiques, les mêmes types de chansons, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu limité au final pour la création, pour ceux qui veulent vraiment créer, qui veulent avoir un panel vraiment et s'exprimer artistiquement pour les artistes taïwanais. Et donc on voit beaucoup plus maintenant de chanteurs en taïwanais ou même dans d'autres langues émerger et devenir populaires au moins à Taïwan, et même sur la scène internationale. Alors justement, on revient au groupe Mieroti, donc, dont on a écouté la chanson tout à l'heure, qui eux chantent en taïwanais. Donc c'est vrai qu'en fait le marché chinois pour eux c'est pas forcément le plus important, même si on parle un peu Minnan, enfin taïwanais aussi dans la province du Fujian, c'est pas vraiment pour le grand marché chinois. Et donc ça, je le rajoute par rapport au documentaire. Qu'est-ce que Mieroti est devenu? Donc ils sont toujours assez connus, on va dire. Même ils ont été très connus grâce à cette chanson du mouvement des tournesols, parce qu'avant ils étaient moyennement connus. Et ils se sont tournés vers le Japon. Ils ont trouvé en fait un groupe japonais avec qui s'associer, et ils ont fait des chansons en commun. Grâce à ce groupe-là aussi, ils ont fait des tournées au Japon, etc. Ils ont fait aussi quelques chansons où il y avait un petit peu une sonorité de Okinawa. Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant d'essayer d'étendre leur marché par rapport au Japon. Voilà. Donc, en tout cas, ils ont... Et si vous voulez découvrir plein de groupes comme ça, nous vous conseillons bien sûr notre émission dominicale Sous des cieux amplifiés d'Aurélien, qui est extraordinaire et qui vous offre vraiment un panel musical assez impressionnant d'artistes sur un peu de la scène indépendante taïwanaise. Non seulement il parle de ces artistes, mais en plus il les interviewe en studio, quoi. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir retrouver ces interviews en français. Et donc vous en retrouverez une tout à l'heure, justement dans le programme, si vous nous suivez sur Internet. Tout à fait. Et on arrive déjà presque à la fin de ce On en parle à Taïwan. Je voulais juste vous signaler que je mettrai également le lien vers ce documentaire, si ça vous intéresse, sur la page internet de cette émission. Et nous vous disons donc à la semaine prochaine. Donc c'était Valentin, Floriane et Sasa pour On en parle à Taïwan. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. 我要去对抗袂当原谅的人，歹势啦爱的人仔，袂当陪你去看电影。原谅我行袂开脚，我要去对抗气